Bienvenue sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeants d'équipe et d'organisation. Je suis cofondatrice de eRise Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, mais l'immense plaisir, merci à toi, d'accueillir Olivier Zara. Jean-Martine, et merci de ton invitation. Vraiment, je suis honorée de te recevoir aujourd'hui. Donc, Olivier, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu te définis comme architecte des décisions complexes. Tu es auteur de 15 livres, hein, pas 20 livres, mais 15 livres. Petit clin d'œil pour ceux qui ont assisté à la conférence du C-Corp. Euh, et le dernier est sorti récemment, hein, il est sorti en septembre et il s'appelle Décideur, est-ce que vous êtes bon? Êtes-vous bon ou chanceux? C'est bien ça? Et c'est justement l'objectif de ce podcast, c'est de répondre à cette question. Ambitieux, n'est-ce pas? Grande question. Alors, Olivier, tu parles de décisions complexes, mais qu'est-ce qui n'est pas complexe? Eh Première bien, question, déjà pas facile. ouais, on attaque fort là, on attaque fort. Architecte des décisions complexes, qu'est-ce qui n'est pas complexe? Je vais essayer de répondre simplement. Alors, en fait, aujourd'hui, euh, les décideurs sont confrontés à différentes situations. On parle de situations simples, compliquées ou complexes. Alors, j'ai pas inventé cette typologie, hein, il y a un modèle dont on va pas citer le nom pour pas embrouiller les gens, mais en gros, les situations simples, c'est ce qu'on pourrait un peu appeler le management opérationnel, dans Hmm. lequel on est dans le quotidien, on a des problèmes, on trouve facilement une solution. On a par exemple euh, le- on n'a même pas besoin d'organiser une réunion. On réfléchit tout seul dans son bureau. Euh, on a déjà eu le problème, on a déjà une solution, on reprend la même solution. Voilà. Ensuite, on a le compliqué, les situations compliquées. Et là, on a deux sortes de compliqués. On a le compliqué quand on est un expert. Et l'expert, ben, il doit régler des problèmes techniques compliqués qui sont liés à son expertise métier. Et il faut qu'ils réfléchissent un peu, qu'ils fassent un peu chauffer la tête pour arriver à trouver une solution, mais avec du temps et leur expertise métier, ils vont trouver une solution. Puis on a le compliqué du manager, qui est quand on lui demande d'implémenter une stratégie, une nouvelle organisation, etc. Et là, il sait comment faire, mais il faut susciter l'adhésion du collectif. Et si le collectif n'adhère pas, évidemment, ça va créer de la résistance. Mhm. C'est là où on a toutes les méthodologies de management participatif, de murs de post-it, etc., pour essayer de voir quel est le chemin qui va susciter l'adhésion du collectif. Donc, ce qui est compliqué, c'est de susciter l'adhésion du collectif. Pour l'expert, ce qui est compliqué, c'est d'aller se pencher dans ses bouquins et trouver une solution au problème. Parce qu'évidemment, si on lui a posé le problème, c'est que la solution n'est pas évidente, sinon elle serait simple. Puis on a cette troisième situation qu'on appelle le complexe, qui est lié à ce qu'on appelle aussi les enjeux collectifs. Et quand on dit enjeux collectifs, on comprend qu'il y a beaucoup de parties Hmm. prenantes, d'entités, de départements, de services qui sont impliqués. Donc, par exemple, c'est la stratégie. Quand on dit on va changer de stratégie, on imagine tout de suite que il y a plusieurs départements, services qui vont être impliqués. Quand on dit qu'on va se réorganiser, il n'y a pas de village gaulois, tout le monde est en interaction avec tout le Hmm. monde. Donc, si je bouge un truc de mon côté, ça va impacter d'autres dimensions. Tout ce qui est développement de la performance. Il faut produire plus vite, il faut produire mieux, il faut vendre plus. Alors, si vendre plus, c'était un problème simple, ben, les directeurs commerciaux, ils doubleraient le chiffre d'affaires tous les mois. Mais non, parce que vendre plus, c'est complexe, parce que vendre plus, ça dépend du marketing, il faut que ça soit vendable. Ça dépend de la production, il faut qu'on soit capable de produire plus si on vend plus. Ça dépend de
des commerciaux, il faut les recruter, il faut les former. Ça dépend des logiciels qui sont mis à disposition, les logiciels de gestion de la relation client, est-ce qu'ils sont efficaces, modernes? Ça dépend des finances, est-ce qu'on peut se payer les logiciels, les commerciaux, les formations, etc. La montée en puissance de... Voilà. Donc, tous ces sujets-là sont des sujets dans lesquels tout le monde sait quelque chose. À la cafétéria, qu'est-ce que tu penses de notre orga? Ben, c'est nul. Non, c'est pas du tout comme ça, il faut qu'on s'organise. Et la stratégie, ah mon Dieu, ah, si j'étais le patron, je peux te dire que ça serait pas ça notre stratégie. Ouais. Mais tu es prêt à parier ton salaire sur ce que tu viens de dire? Non, t'es pas prêt à parier ton salaire. Donc tu sais, mais tu sais pas avec certitude. Voilà. Et donc tous ces sujets-là sont complexes parce qu'il y a une sorte de brouillard dans lequel à la cafétéria, à la machine à café, un peu comme les dirigeants politiques, mais il faut faire ceci, mais il faut faire cela, etc. Tout le monde sait quelque chose, mais personne ne le sait avec certitude, personne ne va jouer son salaire là-dessus, même pas celui qui va vraiment décider. Donc dans ces situations-là, eh ben, on est dans un brouillard et l'objectif, c'est d'être un bon décideur et pas un décideur chanceux. Écoute, j'ai trouvé très très clair parce que j'ai assisté à ta conférence la semaine dernière. J'ai trouvé limpide la façon dont tu l'avais expliqué et surtout, je trouve qu'il y a souvent des confusions entre compliqué et complexe. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait employer un mot à la place d'un autre. Or, on ne prend pas des décisions complexes comme on prend des décisions compliquées. Et donc, vraiment, la différence est vraiment fondamentale, en fait, hein. Et derrière ça, tu le dis, hein, je fais un rebond, mais en Oui, fait, on pense qu'on est un décideur. Voilà. oui, Je ne suis pas un décideur. tout à fait. Non, non, tu n'es pas un décideur. Hmm, Si tu es expert manager, tu es être décideur, et un décideur du simple, peut-être entre 8 hmm, heures et 9 heures. Tu es un décideur du compliqué, implémentation, si on te dit, bah, faut mettre en œuvre la nouvelle stratégie. Bon, ben, là, tu es un autre décideur avec une autre boîte à outils. hmm, Si entre 11 heures et midi, on vient de voir avec un problème technique qui est lié à ton expertise, et tu es un troisième décideur qui est un expert qui doit régler un problème technique compliqué lié à ton expertise métier. Et si l'après-midi, tu dois réorganiser ton service ou développer la performance, ben, tu es un quatrième décideur. Et là, là, il faut mieux avoir une autre boîte à outils, donc quatre décideurs, hmm, quatre boîtes à outils. Et malheureusement, le compliqué, c'est dur, complexe, c'est très dur, tout est mélangé. Le fait d'être expert, le fait d'être manager, le simple, le compliqué, tout est mélangé. Je suis un décideur avec une boîte à outils, mon instinct, mon courage, mon hmm, intuition. hmm. Ouais. Donc, en fait, en gros, c'est comme si on avait plein de casquettes différentes. Il faut juste pas se tromper de casquette. Exactement. Et pas mettre des outils sur du complexe alors que c'est une décision simple. Non, mais ça, Exactement. parce que moi, j'en vois, en fait, à force de dire il faut faire tout en, enfin, tout en collaboratif, etc., etc., en intelligence collective, alors que non, c'était une décision simple à prendre et c'est à toi de la prendre. Exactement, et comme mes livres, bon, on a dit que j'étais un architecte des décisions complexes, mais bah, derrière ça, il y a de l'intelligence collective, etc. Et je me souviendrai toujours d'une personne qui avait lu mes livres et qui était venue en formation, et on fait un tour de table, quelles sont vos Mm. attentes? Bah, moi, mon attente, c'est que j'ai lu les livres et ça marche pas. J'ai dit, mais bon, alors, la formation elle reprend le contenu des livres, donc j'étais en panique, je me suis dit, qu'est-ce qu'on... Et à la fin de la formation, la personne m'a dit, ah, j'ai compris. En fait, euh, en fait, c'est parce que je ne fais que du management de l'intelligence Ouais. collective. Ça se passe mal. Exactement, exactement. Ben, j'ai aussi des groupes en fait qui ne font que effectivement que de l'intelligence collective et ils me disent les groupes sont insécurisés, ils savent pas où aller, ils savent pas qui prend la décision. Ben oui, le manager doit prendre les différentes casquettes. Mais du coup, on parle d'intelligence collective. Alors, je rebondis là-dessus, hein, parce que voilà, certains diront tout le monde le fait. Alors, c'est pas exactement vrai, d'accord? Mais en tout cas, il y a eu pas mal de choses sur l'intelligence collective.
Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau que tu vas présenter, toi, dans ton nouveau livre? Ah, l'intelligence collective, c'est vraiment aujourd'hui un mot. Alors d'abord, il y a 25 ans, quand j'ai commencé, ah mince, je viens de dévoiler un secret, hein. Peut-être ça Ah, explique ma calvitie maintenant. Mais oui, bah, ensuite, je c'est me pour suis... ceux qui ne le voient pas. Oui, c'est vrai que tout le monde ne va pas forcément le voir, mais l'intelligence collective, c'était un mot repoussoir. C'était, ça y est, c'est la décision collective, c'est l'entreprise démocratique, ça va Hmm. être l'anarchie, le chaos, tout le monde va décider de tout. Donc c'était vraiment repoussoir. Euh, J'aime bien faire des blagues. Une fois, j'avais dit à quelqu'un que je travaillais sur l'intelligence collective, voire que j'étais un expert en intelligence collective, et la personne est partie dans un fou rire en pensant que je blaguais, en pensant que je blaguais. Je me disais, mais comment on peut s'intéresser à ce truc-là? N'importe quoi, il n'y a pas d'intelligence collective, les gens sont des idiots, ils sont pas intelligents, ils sont désordonnés, ils savent pas réfléchir, ils sont pas synthétiques. Euh, il y a un général de Gaulle qui disait un mot qui était très déplaisant aussi. Euh, donc, l'intelligence collective est un mot repoussoir et est devenu un mot du langage courant. J'allais dire un mot valise, tu sais, ceux qui se Ben, vident de leur sens, là, parce qu'ils ouais, sont tellement... ouais, c'est même plus un buzzword en fait. Ouais. C'est en fait tout le monde fait ça. Hmm. Bon, on est dans une réunion, on est 10, donc 10 intelligences individuelles, bah, ça fait de l'intelligence collective. Voilà. Ben non, en fait, non. Non, ben non, ça dépend de la définition qu'on donne, tu vois. Chacun a sa définition de l'intelligence collective. J'ai fait un mur de post-it, j'ai fait de l'intelligence collective. On a fait du ping-pong verbal. On a monopolisé la parole, coupé la parole. On s'est battu pour prendre la parole. On s'est battu pour garder la parole. On a fait de l'intelligence collective puisque tout le Hmm. monde a pu parler. Hmm. Donc c'est un mot qui aujourd'hui ne veut plus rien dire. Hmm. Moi, je vais donner maintenant mes définitions. Chacun a les siennes. Je n'impose rien à personne, mais à un moment donné, on a besoin d'avoir une sémantique, des définitions pour savoir de quoi on parle. Mais je ne veux pas rentrer en confrontation avec ceux qui ont leur définition et je leur accorde euh, le droit d'avoir leur définition comme j'ai la mienne. Donc, pour reprendre un peu le simple, le compliqué et le complexe, évidemment, l'expert, lui, sa méthode de management, c'est de se manager lui-même en se concentrant très très fort sur ses livres pour trouver une solution à un problème. Donc lui, il réfléchit tout seul dans son bureau, il n'y a pas Hmm. de process pour un expert, juste réfléchir et transpirer un petit peu. Et quand on est manager, et qu'on est dans le simple, eh ben la boîte à outils du décideur du simple, ben c'est le command and control. C'est le Hmm. management individuel, c'est le management situationnel, c'est les objectifs SMART, ambitieux mais réalistes. Le fait de négocier un objectif en termes de moyens, de délais, etc. Donc, dans le compliqué implémentation, là, on a besoin de management que j'appelle participatif ou de l'intelligence collaborative. Collaborer, Hmm. ça vient de collabor, ce qui veut dire travailler ensemble. Et l'intelligence collaborative, c'est travailler en bonne intelligence, Hmm. ce qui signifie partager des informations, etc. Et c'est exactement ce qu'on fait avec un mur de post-it. Et quand on est il faut implémenter une stratégie, une nouvelle organisation, comment susciter l'adhésion du collectif? Ben, en partageant des idées sur la façon d'implémenter une stratégie ou une nouvelle organisation. Et en partageant des idées, il faut trouver des idées qui suscitent l'adhésion du collectif. Et pour moi, on n'a pas fait de l'intelligence Hmm. collective. L'intelligence collective, pour moi, c'est la co-construction. Voilà. C'est la co-construction, c'est l'hybridation. Hmm. Quand tu fais un mur de post-it, tu n'hybrides pas les post-it. Tu ne co-construis pas les Hmm. post-it. Chacun écrit un, deux, trois, quatre post-it dans son coin. Après, on étale ça sur le mur. Après, quelqu'un lit ça en rafale. Après, on dit, bah, qu'en pensez-vous? Et après, on déclenche du ping-pong verbal. Voilà. Donc, l'intelligence collective, c'est un processus d'émergence dans lequel Hmm.
on va euh, faire des tours de table pour distribuer la parole, pour que tout le monde écoute profondément tout le monde. Et on va un peu comme une imprimante 3D. Une imprimante 3D, pour ceux qui connaissent, bah, ça tourne comme ça. Et plus ça tourne, Hmm. plus on voit petit à petit un objet qui émerge, Hmm. voilà. Eh bien, les tours de table, c'est une imprimante 3D. Je sais que c'est long, c'est frustrant, etc. Mais sur les sujets complexes, quand il y a de l'incertitude, quand tout le Hmm. monde sait quelque chose, mais que personne ne sait avec certitude, personne n'est prêt à jouer son salaire, ben, malheureusement, il faut utiliser des choses comme le tour de table, qui va tour de table après tour de table. On parle de 5, 10, 15, Hmm. 20 tours de table. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va trouver une solution qui n'était dans la tête de personne au début de la réunion. On va faire émerger une solution qui est au point d'équilibre de toutes les contraintes Hmm. Hmm. qui sont exprimées par toutes les personnes qui sont autour de la table. Et on va arriver à une solution donc hybridée. Et une solution hybridée, alors je vous donne un petit indicateur si vous voulez savoir si vous avez fait de l'intelligence collective ou pas. Alors, deux indicateurs, hein, c'est un peu comme est-ce que j'ai froid ou chaud? Voilà, tu vois. Alors, est-ce que la solution que vous avez prise était dans la tête de quelqu'un au début de la réunion? Hmm. Si c'est Et le fait d'avoir un petit peu rogné à gauche ou rogné à droite, ça marche pas, ça, hein. Hmm. C'est juste une sorte de bleu qui devient un peu bleu clair. Non, c'est vraiment une autre couleur. Donc, si c'était dans la tête de quelqu'un au début de la réunion, vous n'avez pas fait de l'intelligence collective, vous avez fait de l'intelligence collaborative. Et donc, vous n'avez pas utilisé une boîte à outils adaptée à la gestion de la complexité. Et la deuxième chose, c'est en sortant de la réunion, est-ce qu'il y avait des gens très contents et des gens très mécontents? Bon indicateur. S'il y avait des gens très contents et très mécontents, vous n'avez pas hybridé. Super. Donc, Donc en gros, tu passes vachement de temps et les gens sortent ouais bof. Mais ah, c'est super. exactement, Mais c'est exactement exactement, ça en fait, hein. exactement. Il faut que personne ne soit satisfait. Ouais. Personne ne doit être satisfait, sinon vous avez échoué. Hmm. Tu ne dois pas être satisfait parce que tu voulais imposer ta Hmm. solution. Hmm. Hmm. Et comme justement personne ne sait avec certitude, bah, tu te sens vachement légitime à dire, bah, il faut sortir, comme à la cafétéria, la machine à Hmm. café, mais c'est n'importe quoi, il faut s'organiser comme ceci ou comme cela. C'est facile puisque personne ne le sait avec certitude. Donc toi, tu te sens dans ton bon droit d'imposer une Hmm. solution, de dire c'est cette solution. Alors, en fait, cette solution ne sert pas le bien commun. Elle sert ton intérêt d'avoir le moins de travail possible, le plus de pouvoir possible, le moins d'emmerde possible. Mais le biais d'intérêt, qui est un biais cognitif, t'amène à penser sincèrement que ta solution est la meilleure pour tout le monde, alors que tout le monde te regarde en disant, mais en fait, non, pas du tout. C'est super pour toi, hein. Et nous, on trouve pas notre compte là-dedans. Donc, personne n'est satisfait, mais personne n'est mécontent. Hmm. Parce que, justement, comme on a hybridé, on avait notre imprimante 3D, les tours de table, les tours de table, les tours de table, les tours de table, que quelque part, mes contraintes ont été prises en compte. Et la grande vertu du tour de table par rapport à un mur de post-it, c'est que quelqu'un dit il faut aller au sud. Hmm. Et puis le tour avance, c'est que, ah, si on va au sud, moi, dans le RH ou dans le financier ou dans le technologique ou dans le juridique, il va se passer ça. Et ça va pas être joli à voir. Et quelqu'un dit, bon, mais alors, si on ajuste un peu le sud au sud-est, bah, peut-être que là, on peut prendre la remarque sur le fait de la catastrophe qui va. Puis quelqu'un dit, oui, mais Hmm. regarde, si on va au nord, euh, et puis si on va à l'est, et si on va à l'ouest, et ton idée me donne telle idée, qui me donne telle idée, et Hmm. à la fin, le point d'équilibre, c'est le centre. C'est ni le sud, ni le nord, ni l'est, ni l'ouest, c'est le centre, parce que le centre, c'est le point d'équilibre entre toutes les contraintes exprimées par ceux qui voulaient aller au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Hmm. Et on pourrait dire, si on aimait philosophie amour de la sagesse, c'est pas noir ou c'est pas blanc,
c'est un point d'équilibre. C'est pour ça que personne n'est satisfait, personne n'est mécontent. Le problème, c'est que si des gens sont satisfaits et d'autres mécontents, comme c'était le cas par exemple chez Boeing, quand Hmm. ils ont pris la décision qu'ils allaient rafistoler un vieux coucou des années 60, le Boeing 737 MAX, parce que ils allaient pouvoir le vendre moins cher que le 320 et qu'en plus, ils n'auraient pas à recertifier tous les pilotes, ben, les financiers, les marketeurs sont sortis de ce COMEX super contents et les ingénieurs aéronautiques étaient très mécontents. Bon, Donc, bon exemple quand on sait ce qui s'est passé. on connaît la suite, hein, les financiers se sont dit Ouais. waouh, on va vendre des centaines de Boeing 737 MAX, ça va être un carton, et ça a été un vrai carton, des centaines de morts et des milliards avec toute la flotte immobilisée. Oui, on en sourit, c'est pas très drôle, c'est même catastrophique quand même. On se dit que Boeing, la grande boîte qui avait certainement beaucoup de moyens et beaucoup de cerveaux, arriver à une catastrophe comme ça, c'est incroyable. On sait en Voilà. tous les cas, pour répondre à la question du titre de mon Oui, livre, qu'ils oui. ne sont pas bons ou mauvais, ils sont chanceux ou malchanceux. Donc, ils ont été chanceux avec le 747, avec le 777 et avec le 737, ils ont été malchanceux parce que ces dirigeants-là ne sont pas des architectes des décisions complexes. Chaque Hmm. fois qu'ils prennent une décision, ils jouent avec la chance. En fait, ils jouent au dé avec la vie des gens, en fait, Exactement. hein. En plus, oui, dans leur secteur, oui. Ouais. Donc, effectivement, c'est un bon exemple en tout cas. Donc, en fait, on retient, il faut toujours qu'il y ait un chouïa de frustration chez les personnes qui sortent, hein, parce que Tout le monde ça doit veut être dire que frustré. je pense que c'est très vendeur. Ah là, oui, là, s'ils ne sont pas C'est frustrés, long et c'est frustrant. tu vas le payer très cher. Mais en gros, et puis on se retrouve tous à Clermont-Ferrand, hein, voilà. Voilà. C'est ce qu'on peut retenir, mais en tout cas, je retiendrai vraiment ces tours de table. J'aime bien ce concept d'imprimante 3D. Ça me fait penser à la Gestalt aussi. Tu sais, la forme, en fait, je ne sais pas si tu connais, hein, la Gestalt, ça veut dire forme en allemand. Et c'est vrai que quand on voit des tours de table, à un moment, il y a une forme qui apparaît. Et la forme, on ne pouvait pas la voir au démarrage, hein, c'est exactement ce que tu dis, hein. Et Exactement. petit à petit, au fur et à mesure des tours, eh ben, ça prend forme et la forme prend une forme particulière, en fait, hein, et c'est super intéressant. Ok, donc innovation donc dans l'intelligence collective, hein, dont tu donnes ta propre définition que j'aime beaucoup, en tout cas. Ensuite, d'architecture, hein. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'architecture? D'architecture des décisions, tu parles d'architecture, hein? Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, Ok. c'est comme ça que tu m'as présenté tout à l'heure. Oui. Les gens se sont dit, mais c'est exprès, on s'est concerté un peu avant. On s'est dit, on va les mettre en instabilité, on va les stresser. C'est quoi un architecte des décisions complexes? Bon, bah, j'ai inventé mon métier. Voilà. J'ai inventé Hmm, mon métier. Euh, je faisais une balade et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Qui suis-je? Dans quelle étagère? hmm, Je fais de l'intelligence collective, je fais de la gestion des risques décisionnels, mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Et à un moment donné, m'est venue l'idée de me dire, mais en fait, je suis un architecte des décisions complexes. Et l'architecture, en fait, j'ai pris cette métaphore par rapport à ceux qui ont construit votre immeuble ou votre maison, hmm, et dans lequel on a tous vu les fondations. On a creusé un trou avec les fondations. Après, on a vu les murs commencer à être érigés, et on a vu qu'on mettait le toit en dernier. Voilà. hmm, Et on a compris qu'un architecte, tous les architectes font les choses dans un certain ordre. Et que si on met les murs directement sur la terre ou le toit sur les fondations, il y a quelque chose qu'on n'a pas capté dans l'architecture. Aujourd'hui, le problème, c'est que dans les sujets complexes, je rappelle que nous, Martine, on parle de complexe, hmm, hmm, c'est-à-dire de brouillard, hmm, dans lequel tout le monde sait quelque chose, mais personne n'est prêt à jouer son salaire sur cette chose-là. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, hmm, hmm, d'imprévisibilité. hmm. Et donc il faut avoir une démarche extrêmement structurée pour chasser le brouillard
Et comme on mm. l'a dit tout à l'heure, faire être bien sûr que tout le monde soit bien frustré en sortant de la réunion. Voilà. Donc l'objectif d'un architecte, c'est de frustrer tout le monde. Je te remercie, tu m'as donné un nouvel élan. Ouais, Je c'est vois ça. plus clair sur ma raison d'être, le but de ma vie. Le grand frustrateur. Je sais pas trop pourquoi j'étais sur Terre. Maintenant, tout prend sens. C'est une révélation. Euh, donc, dans l'architecture des décisions complexes, la première chose, c'est que les décisions qu'on prend sur des sujets complexes, elles ont une obsolescence décisionnelle programmée. Mm, mm. Qui, parmi ceux qui nous écoutent, sont capables de donner le nom d'une organisation qui ne s'est jamais réorganisée, qui n'a jamais changé de stratégie, qui ne cherche pas à développer sa performance? Personne, ça n'existe pas, parce que les décisions sur des sujets complexes sont une obsolescence décisionnelle programmée. En fait, une décision complexe, c'est comme un objet complexe dans Mm, lequel il y a un peu de marketing, un peu de finance, il y a un peu de juridique, il y a un peu de technologie, il y a un peu de RH. Et quand il y a une dimension qui est déstabilisée par une rupture technologique, réglementaire, une pandémie, de l'inflation, la guerre en Ukraine, je ne sais pas quoi, eh ben, cette déstabilisation d'une des dimensions va contaminer le reste des mm, dimensions et mm, petit à petit, ça va créer une déstabilisation, un peu comme par un effet domino, qui fait que tôt ou tard, ta stratégie devient obsolète, ton organisation devient obsolète. Mais si tu n'as pas été architecte des décisions complexes, ben, l'obsolescence va être accélérée. mm, Et donc, par exemple, pour le Boeing 737 MAX, ben, cette obsolescence, c'est 6 mois après la mise en service du Boeing 737 MAX. Ça a pris 6 mois avant que l'avion devienne obsolète parce qu'il n'y a pas eu d'identification, enfin voilà, parce que ça n'a pas été au point d'équilibre. Il y avait des gens très contents, mm, des gens mm, très mécontents. Une fois qu'on a dit que toute décision sur un sujet complexe devenait obsolète tôt ou tard, eh ben, c'est un peu comme quand on avait nos ordinateurs. Tu sais, on achetait un ordinateur en mm, disant attention, le disque dur va cracher. Mais c'est pas est-ce qu'il va cracher ton disque dur, c'est quand va-t-il mm, cracher. mm. On savait que c'était autour de 5 ans avant qu'à un moment donné, tu aies un truc et ton écran fixe. Tu dis ah mince, Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. ça y est, mon ordinateur est devenu obsolète, il faut que j'en achète un autre. Bon, à partir du moment où on sait ça, pourquoi attendre que la décision soit devenue obsolète pour, euh, pour la mettre à jour? Parce que le problème, c'est que tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure, c'est des sujets importants. Stratégie, Mm, mm. réorganisation, développement de performance. Il faut produire mieux, il faut produire plus vite, il faut vendre plus. Donc, si on sait que ça va devenir obsolète et que ce sont des sujets importants, il faut identifier l'important avant qu'il devienne urgent. Et donc, c'est pour ça que je recommande aux organisations de faire ce qu'on appelle un sondage sur les enjeux collectifs, un sondage anonyme et à l'écrit, parce qu'évidemment, si on se tourne vers ses collaborateurs en disant ah, mes chers collaborateurs, alors, quels sont, vous savez, j'ai écouté un podcast de Martine, là, fantastique. Ça a été une révélation pour moi. D'ailleurs, je vous recommande tous de regarder les podcasts de Martine. Mais voilà, donc j'ai appris que les décisions que j'avais prises dans le passé étaient obsolètes. Donc, mes chers collaborateurs, quelles sont les décisions que j'ai prises dans le passé qui sont obsolètes? Et tu vas entendre un grand silence. Ouais. Parce que toute personne qui a un petit peu de bon sens ne va pas dire au chef, chef, tu sais, en fait, la décision, là, d'il y a 6 mois, je pense qu'elle est un petit peu obsolète. Et peut-être que c'est toi qui es obsolète, en fait. Voilà. Donc, mis à part un jeune qui sort d'école, Mm, non, non, personne va dire au chef que ses décisions sont obsolètes. Donc, il faut faire un sondage. Moi, pour moi, il faut le faire au moins une fois par an, voire 2 ou 3 fois par an, et tout simplement poser la question de quels sont nos défis, tu vois, quels sont nos mm, défis en mm. termes de stratégie, en termes d'innovation, en termes de machin, et tu vas faire remonter toutes les décisions que tu as prises et qui ont un certain niveau d'obsolescence. Certaines sont un petit peu obsolètes, d'autres le sont beaucoup. Et ça va te permettre de trier, de hiérarchiser et de prendre parmi tous, tout est important, mais qu'est-ce qui est le plus urgent dans ce qui est important? Donc, Et donc juste, l'architecte, excuse-moi, Olivier, je oui, t'interromps. Tu poses la question, c'est quoi vos défis aux différentes personnes, en fait, de ta structure ou tu, tu, tes tu, défis, tes tu- difficultés, c'est ça?
tu dois sonder, en fait, tu dois sonder les parties prenantes internes et externes par Mhm. rapport à ton sujet. Ok. Voilà. Donc, peu importe ta position, alors c'est sûr qu'on est plutôt sur top management ou Oui, tout à middle fait. management, mais tu es DRH, quelles sont tes parties prenantes internes ou externes? Mhm. Ce sont ces parties prenantes que tu sondes. Mhm. Tu es N-1, tu es directeur de la formation du DRH. Eh ben, quelles sont tes parties prenantes? Il Mhm. peut y avoir évidemment des recoupements, mais tu dois sonder les personnes que tu impactes ou qui t'impactent Mhm. directement ou indirectement. Intéressant. Donc déjà, tu fais, si on regarde hein, de façon très pratico-pratique, Ouais, déjà tu regardes ton environnement, c'est quoi tes parties prenantes ouais, d'expérience, souvent on en oublie, dont des oui, évidentes, donc vraiment important, et tu leur oui. poses une question sur c'est quoi vos défis. Tu leur dis, alors non, tu leur demandes quels sont tes défis à toi. Ah, tes défis à Oui, toi, d'accord, j'avais oui, pas compris. oui, Ok. oui, oui, tu leur demandes quels sont tes défis. Tu leur dis, voilà, quels sont. Alors, je suis DRH, tu Hmm. envoies le sondage et tu dis, alors tu listes les thématiques. Il ne faut pas que ça soit sur du compliqué ou sur du Hmm. simple. C'est Hmm. pas une enquête de climat social. Oui, C'est pas oui. voulez-vous travailler moins et gagner plus. On connaît la Oui. réponse. C'est en termes d'efficacité collective, en termes de stratégie, en termes de Hmm. performance. Quels sont, selon vous, nos défis? Enfin, les défis de la direction des ressources Hmm. humaines ou de la direction du marketing ou de toute l'organisation si c'est le directeur général Super, euh, clair, qui lance ça. Voilà. super clair. Et les réponses sont évidemment anonymes. Hmm. Les gens ne se consultent pas les uns avec les autres. Et donc, on va avoir des sujets qui vont évidemment être redondants. Et plus, par exemple, si tu as le mot euh, efficacité collective, donc c'est-à-dire que tu es mal organisé, Hmm. si tu as 100 réponses et que tu as 5 fois le mot il faut se réorganiser, si tu l'as 10 fois, Hmm. Hmm. si tu l'as 20 fois, 50 fois, les gens peuvent proposer plusieurs sujets. Ben, en fait, le nombre d'occurrences te donne, c'est-à-dire le nombre de fois où un sujet revient, un sujet identique revient, te donne le niveau d'obsolescence de ta décision. Super intéressant. Ok. Et si tu ne fais pas ça, comme les gens ne vont pas aller dire au chef que ces décisions sont obsolètes, ils vont attendre que tu te craches sur le mur, que l'organisation soit de la désorganisation, que la stratégie soit complètement obsolète et que là, ça se voit tellement que c'est obsolète parce que tu perds des parts de marché, que tu sois Hmm. tellement inefficace que là, le chef va voir que sa décision est obsolète. Mais quand il le voit, si on reprend l'image de l'architecture, la maison est en feu, Hmm. elle est en train de C'est ça. s'effondrer. Donc, tu as traité l'important quand il est devenu urgent, mais c'est trop tard. Tu as Hmm. déjà tout un tas de dommages collatéraux. C'est comme quand le Boeing 700, on va traumatiser les gens, hein. Oui, Mais je quand le crois. Boeing 737 MAX s'est écrasé, il y a 200 morts. Mais on s'est dit, tiens, allez, tiens, on va recracher un autre avion, juste pour être bien sûr que Oui, notre c'est ça. décision Puis était peut-être un bien deuxième, assurée. un troisième. Bon, Voilà, au et chacun deuxième, comme verra. ils se sont dit, bon, jamais 203, donc là, on va s'arrêter. Mais ils n'étaient pas sûrs, tu vois, ils ne se remettaient pas en cause. Boeing s'est pas dit, on a Hmm. merdé. Hmm. On aurait dû On se dit on n'a demander pas de pourquoi. chance. Ouais, ils auraient dû se demander pourquoi les ingénieurs aéronautiques étaient très mécontents pour Hmm. Rafton, un coucou des années 60, mais non, non, ils se sont dit, non, non, on ne peut pas avoir pris une idée. Donc, ils ont attendu qu'il y ait un deuxième crash avant. Ben, voilà. Donc, on peut aussi mesurer l'obsolescence comme ça, tu vois, Hmm. par Hmm. le fait que ton avion s'écrase. Voilà. Mais là, Ok. c'est trop tard. Là, Ouais. il y a les morts et il y a les milliards de toute la flotte 737 MAX qui a été mobilisée. Donc non seulement il y a eu des dommages collatéraux absolument gigantesques, évidemment après, ça peut être plus ou moins grave selon son secteur d'activité. Si on plante des tomates, Hmm. si on fait du nucléaire par contre. Hmm. Hmm. Donc ça, la première étape, finalement, les fondations de l'architecture des décisions complexes, c'est de traiter l'important avant qu'il devienne urgent, parce que Hmm. s'il est urgent, tu passes en mode panique. Évidemment, tu n'as plus du tout le temps de mobiliser l'intelligence collective. Et dans cette identification de l'obsolescence, tu vas hiérarchiser, tu vas prendre le sujet qui est le plus important et le plus urgent. Et on parlait de parties prenantes internes et externes tout à l'heure. Et donc là, on va faire une deuxième étape de l'architecture qui va être d'identifier justement
quelles sont ces parties prenantes. Hmm. Et j'ai une phrase pour ça, c'est d'identifier ceux qui vont exécuter ou qui vont être impactés par la future décision. Ouais, j'ai bien aimé Ceux, ça, c'est intéressant, hyper intéressant, des points hyper intéressants. Ouais. ouais, ceux qui vont exécuter, Hmm. donc les fonctions opérationnelles, ceux qui vont être impactés, les fonctions support, Hmm. impact juridique, impact RH, impact financier, impact technologique. Et donc, identifier ces parties prenantes, fonctions opérationnelles, fonctions support, leur niveau d'impact, est-ce qu'elles sont très impactées, moyennement impactées, faiblement impactées? Et ça va te donner la liste des personnes avec qui tu vas monter les murs. Hmm. Monter les murs, tu vas monter les murs avec ceux qui sont impactés ou impactants, ceux qui vont mettre en œuvre ta future décision. Et tu vas pas le faire avec ceux qui ont le statut, le pouvoir, le diplôme d'ancienneté. Parce que si tu fais ça, tu vas le faire dans une tour d'ivoire, et bien Hmm. Hmm. hors sol, Hmm. comme les dirigeants de Boeing. Ils s'en sont pris plein la tête là-dedans. En tout cas, si j'espérais un jour travailler pour Boeing, là, je suis mort. Oui, là, je crois que tous les deux, on est morts. Ah ouais, en plus, t'es complice. Ah bah oui, Moi, je suis le criminel et toi, tu es complice. c'est ça, exactement. Voilà. Donc, on va co-construire et c'est là où on va avoir Hmm. les tours de table. On va Hmm. utiliser aussi des Hmm. techniques dans donc les murs, les briques, c'est les tours de table, c'est le co-développement. Alors, le Hmm. co-développement, c'est se poser les questions avant de chercher les solutions parce que c'est Hmm. complexe. Hmm. Donc, Einstein a dit un problème sans solution est un problème mal posé. Et la force du codev, c'est de bien poser le problème. Très juste. On va faire émerger une solution qui ne satisfait personne, qui ne mécontente personne, qui n'était dans la tête de personne. Mhm. Et ensuite de ça, dans les murs, bah, on a posé les briques, mais on n'a pas de mortier. Hmm. C'est un peu embêtant, hein. Non, Bah, même quand on n'est pas un peu. bricoleur ou bricoleuse, on sait que s'il n'y a pas de mortier sur les briques, il y a un problème. On se dit que Donc l'obsolescence, ça va vite arriver. voilà, le mur va pas tenir, hein. Et donc là, on est dans une étape de l'architecture où on va se projeter dans la mise en œuvre de la décision avant de décider, Hmm. ce que Hmm. personne ne fait. Personne ne fait Et ça. super Et, intéressant ça. ouais, Avant de et on n'a décider, pas se besoin, projeter. C'est intéressant. ouais, et on n'a pas besoin de le faire sur le simple, sur le compliqué Hmm. implémentation, on n'a pas du tout besoin de faire ça, c'est absurde. Hmm. Mais quand on est sur le complexe, personne ne sait avec certitude. On saura seulement dans 6 mois si l'avion va se cracher ou pas, la stratégie va se cracher, l'organisation va se cracher, Hmm. c'est-à-dire qu'elle ne va Hmm. pas du tout développer l'efficacité collective, un nouvel organe. Je pense que c'est plus prudent de sécuriser la prise de décision en se projetant dans la mise en œuvre Hmm. avant de Hmm. décider quels vont être les coûts. Alors, j'ai un projet de décision, hein, et les gens sont ni contents ni mécontents, donc c'est parfait. C'était dans Mhm. la tête de personne, c'est parfait. Mais quand même, euh, combien ça va coûter comme effort, comme moyen pour implémenter cette Hmm. décision? Hmm. Coût, effort, moyen pour maintenir la décision. C'est un peu comme tu achètes ton imprimante, elle te coûte 100 euros, puis les cartouches coûtent C'est 150. ça. Oui. Ah, Zut, j'aurais dû choisir une autre imprimante. oups, Oui. voilà. Ensuite, on aura des bénéfices. Est-ce que on va avoir des bénéfices rapidement, dans un jour, dans un mois, dans un an, dans 5 ans? Hmm. Et puis, est-ce qu'il y aura vraiment un impact? Mais un impact mesuré justement par nos parties prenantes internes, externes, ceux qui vont exécuter, ceux qui vont impacter. Si on les sonde, et là, donc cette étape est un mélange de réunions, d'entretiens et de sondages anonymes, où on fait parler, et en particulier sous couvert de l'anonymat, les gens qui vont mettre en œuvre, et on leur dit à votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand on va implémenter, quand on va animer, est-ce que ça aura un vrai impact, est-ce qu'on aura des bénéfices rapidement, et là, les gens vont parler. Hmm. Là, on a créé les murs. Nos fondations, c'est je traite l'important qui devienne urgent avec ceux qui vont mettre en œuvre. Les murs et le mortier, c'est personne n'est content, personne n'est mécontent, et on a anticipé la mise en œuvre avant de décider. Et notre dernière étape, c'est le toit, Hmm. et le toit, c'est la décision. Hmm. Voilà. Le toit, c'est la décision, ce n'est pas un acte de management, c'est un acte juridique.
qui est liée à ce qu'on appelle la subsidiarité, les délégations de pouvoir du haut vers le bas de la pyramide, qui est responsable. Et si je suis seul Hmm. responsable, je décide seul. Si on est deux ou trois responsables, c'est une décision collégiale. Souvent, quand on engage 5, 10, 15, 20 millions d'euros, c'est une décision qui est collégiale. Et c'est pas toi qui décide qui décide. C'est la Hmm. subsidiarité, c'est l'organisation qui décide qui décide. Parce que si on te laisse décider qui décide, alors tu risques de tomber du côté obscur de la force et te réfugier dans la décision collective. Parce que comme personne ne sait avec certitude, tout le Hmm. monde sait quelque chose, toi aussi, mais tu ne peux pas démontrer à tes collaborateurs qu'ils se trompent, ils ne peuvent pas te démontrer que tu te trompes. Et donc, tu sens quand même que ton affaire, voilà, c'est un petit peu risqué. Donc, ce qui est génial avec la décision collective, c'est que si dans 6 mois l'avion s'écrase, ce sera leur décision. Et si l'avion fait un vol magnifique, ce sera ma décision. Et la décision collective, c'est un outil de gestion de carrière qui te permet de dissoudre ta responsabilité dans la soupe Hmm. collective. Hmm. Hmm. Et comme on est sur des enjeux collectifs qui mobilisent différents départements, c'est très facile de se repasser la patate chaude, c'est-à-dire de ne pas décider ou de faire un vote pour qu'on ne puisse pas avoir de traçabilité de qui est vraiment le décideur de ce merdier qu'on découvre sous C'est ma très fondation. juste ce que tu dis. Du coup, tu as une phase de décision de qui décide en fait. La C'est ça? subsidiarité doit être Ouais. clarifiée avant même de démarrer le processus. Hmm. Et ensuite de ça, bah, la décision est prise et là, on passe dans nos autres décideurs. On est dans l'excellence opérationnelle, le plus vite Hmm. possible, le décideur du simple, les objectifs SMART, le management participatif pour mettre en œuvre un nouvel organe, etc. Et là, c'est là où, ben, des fois, ça se passe mal Hmm. et on te sort la conduite du changement. Alors, la conduite du changement, je veux juste rappeler la définition. La conduite du changement consiste à implémenter la décision et non pas à Hmm. la remettre en cause. Tout à fait. Tu ne peux pas mettre un post-it avec nos chefs ont pris une mauvaise décision. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ce qu'on te demande. On te demande comment tu Hmm. vas mettre en œuvre la stratégie et l'orga. On ne te demande pas ton avis de ce Hmm. que tu penses de la décision. Et si toutefois quelqu'un avait le malheur, l'entreprise, de dire au chef qu'il s'est trompé, eh bien, on lui rappellerait la citation de Shakespeare. Le porteur de la mauvaise nouvelle devient la mauvaise nouvelle. Et mis à part les jeunes qui pensent qu'on peut dire au chef qu'il s'est trompé, et après, quand ils travaillent dans leur nouvelle entreprise, ils ont compris les conséquences de ça. Personne ne va faire un pas en avant pour dire au chef, Hmm. tu t'es trompé. Donc, évidemment, si par malheur le chef a été malchanceux, évidemment, s'il a été chanceux, tout va bien se passer. Si le chef a été malchanceux, il peut avoir fait sa décision collective. Ça n'empêchera pas qu'il n'a pas fait d'hybridation, il n'a pas fait Hmm. d'architecture, il n'a pas fait de machin. Donc, son truc, il joue de toute façon avec la chance, même avec sa décision collective. Eh bien, on va attendre. D'abord, ça va accélérer l'obsolescence. Oui. Voilà. Donc, tu peux faire toute la conduite de changement que tu veux, ça va accélérer l'obsolescence. Et donc, si tu as 4 réorganisations en 5 ans, ça veut Hmm. dire que tu as un autre indicateur. Si tu as 4 réorganisations en 5 ans, ça veut dire que tes dirigeants jouent avec la chance. Hmm. Et ils Intéressant attendent le parce qu'on moment. en connaît, enfin moi j'en connais Hmm, certains qui sont effectivement à peu près au rythme de une orga, réorga tous les ans, toutes les 2 ans, tous les 2 ans. voilà. C'est Et coûteux en ça, termes c'est la chance. d'énergie, hein. Mm. Ça, c'est la chance. Moi, je vais dire un truc raisonnable avant l'extension de ma voix. Un truc raisonnable, je veux dire, pour moi, une organe doit durer au moins 2 ans, deux Mm. ans, 3 ans. Mm. Après, même si tu as fait de l'architecture des décisions complexes, tu peux avoir un nouveau concurrent, une rupture technologique, etc., qui accélère l'obsolescence. Mais se réorganiser tous les ans, ce n'est pas normal. Changer de stratégie tous les ans, ce n'est pas Mm. normal. Mm. Il faut tout le temps à se dire, mais pourquoi on n'arrive pas à doubler le chiffre d'affaires, machin, ce n'est pas normal. Mm. Ça veut dire que tu joues avec la chance. Donc, on peut ralentir, ça devient tôt ou tard obsolète.
mais on peut ralentir l'obsolescence avec le processus de Mm, mm, l'architecture des décisions complexes. Et donc moi, ce que je propose quelque part, c'est d'en finir avec la conduite du changement, et conduite du changement qu'on fait d'ailleurs avec ceux qui vont mettre en œuvre mm, mm. et avec ceux qui seront impactés. Et moi, je propose de faire de la co-construction du changement avant de décider, parce qu'après avoir décidé, les filtres hiérarchiques vont faire que tout le monde va gérer sa carrière. Oui, tout à fait. Tout à Et fait on va d'accord. te laisser peu cracher. Et d'ailleurs, pour finir, on va planter le dernier clou dans le cercueil de Boeing. Mhm. Après le deuxième crash, un ingénieur de Boeing, couvert d'anonymat, a dit, quand l'avion est sorti, moi, je me suis dit que je ne mettrais jamais mes enfants dans cet avion. Un ingénieur de Boeing. Waouh. Si, si on avait fait l'architecture des décisions complexes, et en particulier l'étape de sécurisation, c'est-à-dire avant de décider, on avait fait cette étape-là, les ingénieurs de Boeing auraient mis des réserves. Ils auraient dit, on a un énorme doute sur le centre de gravité, sur le logiciel Mm, anti-décrochage, sur le machin. Il y aurait des warnings. Ils seraient sortis sous couvert d'anonymat. Dans l'étape d'identification de l'obsolescence, en termes de défis, on aurait vu beaucoup de trucs. On dit, il faut surtout pas rafistoler le 737. Il faut faire comme Airbus. On va mettre du scotch sur un vieux coucou et ça va nous, au final, c'est comme, tu sais, tu as une vieille bagnole, mm. commence à changer le plaquette de frein, les suspensions, le moteur, le machin. À la fin, tu dis, j'aurais peut-être dû acheter une voiture neuve parce que je viens Oui. de payer plus cher Mm. la réparation de ma vieille voiture que, voilà. Et donc, je pense que les ingénieurs auraient pu amener ce genre de choses avec l'architecture des décisions complexes. Donc, Alors, ce qui est juste un point, parce que ça, c'est mon truc de coach qui fait tic, 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 c'est hyper intéressant, c'est vraiment hyper intéressant. À condition, en fait, pour Boeing, par exemple, c'était que, en fait, chacun puisse oser aussi poser sa parole. Hein, parce que ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des fois de la pseudo-intelligence collective, hein, mais c'est là où tu as tes indicateurs qui sont de toute façon pas observés, hein, où il n'y a pas de sécurité psychologique dans les équipes. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne n'osent pas ou ne s'exposent pas, n'osent pas dire non, n'osent pas poser leurs paroles. Et là, tu as une pseudo, tu vois, il y a des pseudo tours de table. Donc, alors là, évidemment, on est un peu trop court en fait pour en parler, mais avant de travailler là-dessus, bien sûr que le travail sur bah, la sécurité psychologique, tu en parlais dans la conférence, je sais que tu l'as en tête, hein, mais le patron parle l'an dernier, des choses comme ça, enfin, il y a toute une série d'ingrédients qu'il faut mettre pour que ça fonctionne et que ça soit pas des pseudo tour de table ou une pseudo, sinon une pseudo-forme prend forme, mais qui est la forme de ce que généralement le patron a dans la tête, hein, en fait. Hein. en fait, comme il n'y a aucune gestion des risques décisionnels, il n'y en a Ouais. aucune, quand même, les dirigeants, bah, ils se disent, ah, quand même, terrible ce qu'on a fait. Ils le sentent au fond d'eux-mêmes, hein, c'est Hmm, inconscient. Hein. Enfin, bien ton sûr. inconscient, lui, il n'arrête pas de taper à la porte. Ah, attention, attention, tu joues avec la Hmm, chance. Et hmm, donc, bah, le seul outil qu'ils ont pour se rattraper un peu aux branches, comme tu le dis, dans l'insécurité psychologique, la peur de parler, hmm, de machin, le seul outil qu'ils ont de gestion des risques décisionnels aujourd'hui, c'est le consensus. hmm, hmm. Voilà. C'est-à-dire que dans l'étape de Ça, décision, on va réaliser une absurdité absolue. On va demander aux gens s'ils sont tous d'accord pour faire un truc dont personne n'est prêt à jouer son salaire là-dessus, et on ne saura pas avant 6 à 12 mois si on a pris la bonne hmm, décision. hmm. Mais on a un consensus. Hein. Et comment on a obtenu le consensus? Ah oui, on avait le chef qui faisait de la pensée balistique, qui tirait sur toutes les idées différentes de la C'est solution ça. qu'il annonce à la fin de la réunion. On avait du ping-pong verbal. Je te coupe la parole, je monopolise la parole, je me bats pour prendre la parole, je me bats pour garder la parole. On avait des gens très contents et des gens très mécontents en sortant de la réunion. Et surtout, on n'avait pas du tout de parties prenantes internes ou externes. C'est On n'est ça. pas du tout ceux qui vont exécuter ou qui sont impactés. On n'est pas ceux qui vivent le terrain.
on avait ceux qui ont le statut, le pouvoir, le diplôme, l'ancienneté, donc bien en haut, bien dans une Mm, bonne tour d'ivoire là. Mais j'ai un consensus, euh, tout le monde était d'accord pour faire ça. Le consensus, c'est la décision collective. Et aujourd'hui, le seul outil d'architecture des décisions complexes des décideurs, je suis un peu dur, hein, mais malheureusement, ma calvitie montre mm, que j'ai mm, observé beaucoup de choses, c'est avoir un consensus, prendre une décision collective, et puis on fait de la conduite du changement derrière. Et donc moi, je propose de renverser la table et de mm, d'abord de traiter l'important avant qu'il soit urgent avec ceux qui vont exécuter et de co-construire le changement plutôt que de conduire le changement. super intéressant. Dernier petit point, je vois qu'en fait on a pris pas mal de temps, mais c'est un tel plaisir vraiment de partager avec toi. Tu parles d'innovation managériale en fait. Où elle est là, l'innovation managériale que tu présentes dans ton livre? Décideurs, êtes-vous bon ou chanceux? C'est un beau final pour le cas où on n'aurait pas réussi à stresser suffisamment les gens qui nous écoutent. Euh, Malheureusement, je dis malheureusement, hein, malheureusement, toute la boîte à outils de l'architecture des décisions complexes relève de ce qu'on appelle l'innovation managériale. Et si on parle Hmm, d'innovation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne le fait pas, on le fait peu, et malheureusement, la plupart du temps, on fait tout l'inverse depuis le début de sa carrière. hmm, Donc, ça vient toucher des habitudes de travail, des façons de faire. Tu vois, le consensus est très ancré, hmm, les murs hmm, de post-it sont très ancrés, le chef ne parle jamais en dernier, la conduite du changement, c'est la norme. Co-construire le changement, hmm, c'est quoi ce truc-là? Le tour de table, enfin, c'est frustrant. Très peu de gens font du tour de table. Le codev, le fait de se poser des questions avant de chercher les solutions. Bon, on va pas ouvrir la boîte de la sécurité psychologique parce que là, on va déborder, mais tout ça hmm, fait que malheureusement, il y a un vrai changement de paradigme tout à dans fait. la façon de concevoir les décisions, de gérer les risques décisionnels. Et tu sais, des fois, pour rigoler, hein, je dis, ben, moi, c'est quoi l'innovation managériale? Ben, c'est que les gens s'écoutent. Voilà. Non, mais moi, j'écoute. Hmm, Alors, pour terminer notre podcast, on va faire un petit sondage. hmm. Parmi ceux qui nous écoutent, justement, quels sont ceux qui écoutent leurs collaborateurs et ceux qui n'écoutent pas? Quels sont ceux parmi ceux qui nous écoutent qui sont bienveillants et d'autres qui sont malveillants? Quels sont ceux qui sont humbles et sont ceux qui sont prétentieux? Alors, comme ils ne peuvent pas nous répondre, ben moi j'ai fait le sondage et 100% des managers à qui j'ai demandé est-ce que vous écoutez m'ont dit écoute. Et je leur ai posé une deuxième question. Est-ce que tu connais des managers qui n'écoutent pas? Ah ben oui, le mien. Mais ça, mon chef, là, je peux te dire qu'il m'écoute pas, hein. Et puis lui et lui. Et donc, dans une même organisation, 100% des managers écoutent et 100% connaissent des managers qui n'écoutent pas. Excellent. Voilà. Et la même chose marche sur la bienveillance. Tout le monde est bienveillant, tout Hmm, le monde est humble, personne n'est prétentieux, personne n'est malveillant. Et donc, comment tu veux progresser sur des savoir-être finalement qui sont considérés comme acquis? Tu ne peux pas. Et c'est pour ça que l'architecture des décisions complexes, malgré le fait que, en fait, pour gérer les risques décisionnels, on a besoin de savoir-être, eh bien, on est obligé de passer par des savoir-faire. Et le savoir-faire, par exemple, de l'écoute, hmm, hmm, enfin, du de table, qui date de 200 000 ans. Donc, c'est une sacrée innovation managériale. hmm. Moi, c'était autour du feu. Il n'y a pas de table à l'époque. On tournait autour du feu. Les paroles tournaient autour du feu, sous la grotte. Mais le tour de table est une innovation managériale parce qu'elle n'est pratiquée que quand on ne peut pas faire autrement. Voilà. Hmm, Quand hmm, vraiment on ne peut pas faire autrement ou qu'on sent que machin, là, on va faire un tour de table, mais c'est marginal. Alors qu'en hmm, fait, c'est le cœur du réacteur, de l'imprimante 3D, de l'hybridation, de la co-construction. hmm. Voilà. Je vais laisser méditer ceux qui nous écoutent sur ça. Je pense on peut arrêter là-dessus, hein, parce que c'est une belle méditation. Si peut-être si tu avais un petit tips, j'aime bien finir, tu sais, les podcasts avec des tips, parce que là, il y a beaucoup, on imagine, il y a beaucoup de choses à faire. Mais tu vois, les managers qui nous écoutent ou les dirigeants qui nous écoutent, ils se disent, OK, si je peux commencer à poser la première brique.
hein, on repart sur l'immeuble. Qu'est-ce que je fais d'abord? La première brique, ça serait quoi? Tu vois, quelque chose qui puisse être à leur mesure. Alors, dans mon livre, Décideur, êtes-vous bon ou chanceux? Et j'espère que maintenant certains sont capables de répondre à cette question. On ne veut pas le savoir, hein, s'il vous plaît. Ben, il y a 15 outils qui sont, qui permettent de mettre en œuvre 17 Hmm. compétences, dont la moitié sont les savoir-être, l'autre moitié sont les savoir-faire. Les savoir-faire, d'ailleurs, aidant à la mise en œuvre de savoir-être. Mais si je ne pouvais en prendre qu'un seul, là, c'est dur, hein, c'est très dur, hein, mais J'ai oublié de te prévenir avant, je suis désolée, ouais, Olivier. excuse-moi, je commence à avoir le stress là qui monte. Mais un seul, Oui, tu l'as dit tout à l'heure, non, c'est un peu un spoiler, mais c'est le chef parle toujours en dernier. oui. Hmm. Alors, c'est vraiment redoutable. Le chef parle en dernier, ça évite d'activer le biais d'autorité. Le biais d'autorité, c'est un biais cognitif dans lequel on donne plus de valeur aux idées du chef qu'à celles des collaborateurs. Les enfants donnent plus de valeur aux idées des parents qu'à d'autres enfants. Les étudiants donnent plus de valeur à la parole du prof qu'à la parole d'autres étudiants. Et malheureusement, quand on démarre une réunion et qu'on parle en premier, eh bien, les collaborateurs vont accorder plus de valeur à ma parole, la parole du chef, qu'à celle des Hmm. autres autour de la table. Et ça risque de déclencher le faillotage. Donc, ça va modéliser la pensée. Et finalement, les collaborateurs vont me dire ce que j'ai envie d'entendre, c'est-à-dire que la Hmm. solution que j'ai annoncée est absolument géniale. Et ensuite, ils vont me demander une prime et une promotion parce qu'ils ont bien failloté. Mais s'il y avait qu'une seule chose à faire, c'est ça. Euh, Toutes les prochaines réunions que vous faites sur des séquences décisionnelles, que le sujet soit simple, compliqué ou complexe, peu importe le niveau de complexité, Hmm. dès qu'on est dans une séquence décisionnelle dans n'importe quelle réunion, et qu'on dit aux gens, voilà, nous avons tel problème, quelles sont vos propositions de solutions, je parle en dernier. Merci beaucoup, Olivier. Et pour les 14 autres briques, vous les trouverez donc dans le livre d'Olivier Zara. Décideur, êtes-vous bon ou chanceux? Je vous mettrai le lien sur YouTube, sur Ocha, sur vos différentes plateformes d'écoute de podcast et sur mon post LinkedIn. Voilà, et bien il me reste à te remercier, Olivier, pour l'excellent moment que j'ai passé et j'espère que ceux qui nous écouteront auront aussi beaucoup de plaisir à t'écouter. Tu es vraiment passionnant. Merci Martine de ton invitation, c'était un vrai plaisir. Merci à toi vraiment, Olivier. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si ce podcast vous a plu, bah, vous pouvez le partager hein, autour de vous. Et si cela vous dit, vous abonner à notre chaîne de podcast. À très bientôt. Merci, Olivier. Et au revoir.